Je crois foncièrement que la famille est une fondation. Je ne pense pas avoir eu plus de difficultés que mes collègues masculins, hein, mais je pense qu'on se met une pression supplémentaire du fait qu'on est la première. Vous n'avez absolument pas à faire ce choix que je trouve injuste, hein, d'ailleurs, de se dire est-ce que je veux réussir ma vie personnelle ou ma vie professionnelle. Ne vous mettez pas la pression par rapport à des moves précis, à une vie. Assurez-vous de continuer à aimer ce que vous faites. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de superwoman. Et pas de superman d'ailleurs non plus, hein. Bienvenue dans Success Conversation. L'objectif de ces vidéos est de vous éclairer, de vous inspirer, de vous aider à réaliser vos rêves et aller vers la meilleure version de vous-même. Mon invitée est inspirante et énergisante. Imen Zaoui est depuis 2020 directrice générale de Nestlé Maroc, qui fait partie de Nestlé Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui emploie plus de 15 000 personnes et gère 25 usines dans 19 pays de la région. En 2007, Imen a rejoint Nestlé Maroc en tant que catégorie Sales Development Manager, autrement dit responsable du développement des ventes par catégorie. Elle a été promue ensuite responsable grand compte en 2010, période durant laquelle elle a chapeauté et contribué à l'évolution de l'activité. En 2014, elle est promue Head of Corporate Category Channel Sales Development pour être ensuite nommée première femme directrice des ventes de Nestlé Maroc en 2017, où elle fait un passage remarquable et devient en 2020 la première femme marocaine directrice générale de Nestlé Maroc. J'ai hâte de partager ce moment avec vous et d'accueillir Imen Zaoui. Bonjour Imen. Bonjour Sophia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, malgré cette période chargée. On est le 10 décembre 2021. Alors, est-ce que tu peux tout d'abord, s'il te plaît, te présenter personnellement ? Oui, alors voilà, je suis marocaine de Casablanca, je suis mariée, maman de 2 petits garçons, qui ne sont plus si petits que ça d'ailleurs. L'aîné Adam a 12 ans, Ali a 9 ans. Voilà, j'ai grandi dans une fratrie de 5 enfants, donc on était 5 frères et sœurs. Je suis ce qu'on peut appeler peut-être l'enfant du milieu, donc j'étais au milieu. Donc pas toujours facile d'ailleurs, on dit, oui, comme position. Donc j'ai une grande sœur, un grand frère, une petite sœur, un petit frère. Donc voilà, j'ai étudié à Casablanca, je suis lauréate de l'ISCAE. J'ai commencé ma carrière en marketing en tant que brand manager dans la cosmétique. Ensuite, j'ai intégré Nestlé, dans laquelle je suis toujours. D'accord, on va y revenir. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler rapidement ce qui a pu te forger pendant ton enfance ? Alors, j'ai eu une enfance, je dirais, assez normale. Donc voilà, on était 5. Mon papa et ma maman travaillaient. Certes, ils n'ont pas été très souvent à la maison. Et je pense que c'est un élément qui ressort beaucoup avec mes frères et sœurs. On a très vite appris à devoir se débrouiller tout seul. Donc ça, c'est quelque chose peut-être qui ressort. Et aussi, surtout pour ma maman, ma maman, elle travaillait dans une société privée marocaine. Et très souvent, elle restait tard. Des fois, elle devait travailler le week-end. Et ça nous a vraiment appris cette valeur du travail bien fait et du goût du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui... c'est très déculpabilisant pour une maman qui rentre tard et qui travaille, parce que tu parles d'autonomie et de la valeur du travail et de l'investissement finalement. C'est intéressant. C'est vrai que voilà, je ne suis pas aussi souvent que je voudrais à la maison. Et par moments, je me dis, tout comme moi, j'ai dû apprendre toute seule et ça m'a forgé et j'ai appris à être beaucoup plus autonome. Ben, mes garçons vont être beaucoup plus autonomes. Intéressant. Alors, j'ai compris que ton papa espérait que tu fasses expert comptable pour reprendre son cabinet. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé ? Parce que pour les études, tu étais sur la voie de reprendre ce cabinet, de faire expertise comptable, mais c'est autre chose qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, mon papa a un cabinet comptable. Il n'a jamais terminé ses unités de valeur pour avoir l'expertise comptable. Donc, pour lui, il y avait un seul métier au monde qui vaille, c'est expert comptable. Donc, moi, j'étais très proche de mon papa très jeune. D'ailleurs, durant les vacances d'été, très souvent, j'allais au cabinet. Voilà, je répondais au téléphone, je faisais des courses à la banque, je faisais un peu de ménage aussi. Donc,
Et pour moi, c'était tracé. Donc, je vais faire l'ISCAE, expertise comptable, pour reprendre le cabinet de mon papa. Donc, tout s'est très bien passé. Donc, effectivement, j'ai fait l'ISCAE, j'ai fait option finance. Et donc, arrivé en dernière année, parce qu'à l'époque, nous, on était tronc commun toutes les premières années. En dernière année, j'arrive, option finance, je pars à mon stage, comme toute personne qui se respecte, qui veut faire expertise comptable, donc l'un des Big Four, l'un des grands cabinets. Et puis j'arrive, mon stage se passe très très bien, sauf que je découvre que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et donc voilà, ça commence à cogiter un peu. Je termine mon stage, je reviens, je fais mon deuxième semestre. Et ça, là, ça m'a pris un peu de temps et beaucoup de courage pour dire à mon papa. D'ailleurs, à 2 semaines du passage du concours d'expertise, donc une fois que j'avais déjà le diplôme en poche et j'avais commencé les préparations, à 2 semaines du concours, je lui dis, papa, je ne vais pas passer le concours parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Voilà, il a essayé de challenger, etc. Mais voilà, je rechange de cap et puis je repars vers une carrière, au début en marketing, puis en vente. Est-ce que tu arrives à expliquer un peu, c'est dur comme question, mais comment tu as intuité que c'était pas ton truc finalement pendant ce stage, parce que c'est fort. Je salue finalement ton instinct, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Vraiment, quand on sait que 7 personnes sur 10 se sont désengagées dans ce qu'elles font au travail, c'est souvent pour des mauvais choix d'orientation, des choix d'excellence, sans compter le poids en plus de la volonté du père de reprendre le cabinet. Qu'est-ce qui selon toi a fait que tu as senti que c'était pas ton truc ? Alors, le stage, la vérité, c'est très bien passé, mais le métier en lui-même, voilà, l'audit, etc., c'était pas mon truc. Donc voilà, je voulais vraiment quelque chose. T'avais envie de contact, peut-être. Voilà, plus de contact, que ce soit plus business, moins financier. Et puis, je me suis dit aussi, je ne sais pas, est-ce que c'est plutôt tard ou tôt, parce que c'était quand même ma dernière année, oui. J'étais en finance. Je peux confirmer que c'est plutôt tôt. Voilà, et je me suis dit, voilà, je sens qu'il y a quelque chose, vaut mieux que je rechange de cap maintenant. Et la vérité, ça s'est très très bien passé. Et puis d'ailleurs, le fait que j'ai étudié de la finance a été un atout pour moi, parce que ça m'a donné une certaine aisance avec les chiffres et les PNL, et qui ont été des atouts plus tard dans ma carrière. Donc on salue le papa quand même. Hein. Clairement. Alors, est-ce que tu avais quand même un rêve quand tu as commencé justement dans ce parcours plutôt marketing? Est-ce que tu as eu une sorte de rêve ou alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important à tes yeux qui a été plutôt un moteur et que tu as poursuivi? Alors, je ne peux pas dire que j'avais vraiment un rêve. Le rêve, je l'avais enfant, c'est ce que j'ai expliqué. Je rêvais de devenir expert comptable, de reprendre le cabinet. Mais ça, c'était plutôt le rêve de mon papa. D'accord. Mais moi, la vérité, la carrière n'a jamais été une fin en soi pour moi. D'accord. Le plus important pour moi, c'était de m'assurer que j'étais passionnée par ce que je fais. D'accord. Que je suis dans un environnement dont les valeurs sont alignées aux miennes et surtout que j'ai du sens dans ce que je fais, que j'arrive à impacter positivement l'environnement et l'écosystème dans lequel je... Oui, c'est arrivé au fil de l'eau ou tu as fait un travail sur toi pour le savoir, parce que c'est très intéressant et c'est consistant de savoir finalement ce qui t'anime, ce qui te motive, ou c'est arrivé un petit peu avec les années, les expériences? Alors, la vérité, les choses se font au fil de l'eau, on fait des choix, on passe par une position, on apprend, mais quand je repense à toute ma carrière et comment j'ai évolué, mais aussi les moves que j'ai faits, j'ai commencé dans une petite structure, quand j'ai pris mon diplôme, quand j'ai commencé en marketing, j'ai commencé dans une petite structure, encore une fois, ça s'est très bien fait, mais très vite, j'ai compris que je voulais être dans un environnement qui me permettrait d'impacter beaucoup plus et d'avoir un impact plus fort. Donc, est-ce que c'était oui, le rêve s'est forgé finalement sur le chemin, absolument, c'est clair. Alors du coup, quelles seraient selon toi tes plus grandes forces qui t'ont aidé dans ce très beau parcours? Alors, dans chaque parcours ou carrière, il y a des hauts, des bas, des moments plus difficiles, des moments plus simples, des challenges. Je pense que ce qui fait ma force, ou l'une de mes forces principales, c'est une certaine résilience et une certaine capacité à absorber la pression. Donc ça, c'est quelque chose peut-être qui ressort fortement. En même temps, je pense être quelqu'un qui est capable de se remettre en question, se réadapter, apprendre de ce qu'on fait bien ou moins bien. Et ça, je pense qu'il y a une certaine learning agility qui ressort aussi.
Sinon, alors moi, pour moi, le succès, c'est vraiment une affaire de famille. Et ma famille est une force, vraiment, hein, et ça fait la différence pour moi. Je crois foncièrement que la famille est une fondation. Et je n'ai jamais fait aucun choix de carrière au détriment de ma famille. Vous savez, dans une carrière, vous allez avoir énormément de moments de gloire. Vous allez passer aussi par des moments difficiles. Donc, il vaut mieux avoir une fondation forte. On en a besoin. C'est joliment dit. En effet. Alors, tu as été la première dans beaucoup de choses. Je vais les citer. Tu as été la première femme à assurer en 2013 la gestion du canal traditionnel sur la zone nord. Et justement, je vais m'arrêter sur ce point pour bien connaître chez Battenborch le secteur du FMCG, avec une majorité écrasante d'hommes dans ce secteur, dans ce canal plutôt. Et des mentalités sur le terrain qu'on peut, à tort, hein, juger comme étant un peu machistes ou dont les femmes peuvent avoir peur parfois, pas que les femmes, les employeurs aussi, parfois sur certains postes, on dit non, plutôt un homme, ça c'est trop terrain, etc. Est-ce que c'est une croyance ou est-ce que finalement ces personnes-là sont plutôt drivées par le business et du coup, comment as-tu vécu cette expérience sur ce canal ? Alors, c'est vrai, Sophia, qu'en FMCG, en général, hein, il y a une dominance plutôt masculine, encore plus dans la vente et encore plus dans le traditionnel. Ça, c'est sûr. Et bon, moi, quand j'ai commencé dans la vente, j'ai commencé dans les key accounts, dans le modern trade. J'ai adoré ce métier d'ailleurs, hein, qui est très, très passionnant. Mais j'ai très vite compris que si je veux continuer à croître dans la vente et à me développer au Maroc, qui est plutôt dans FMCG, le plus gros business se fait dans le traditionnel, donc il fallait que je passe dans le traditionnel. Alors pardon, juste un arrêt sur image sur ça pour ceux qui nous suivent. Donc pour toi, c'est une clé de réussite de passer par cette étape-là. Tu dis pour toi justement, vu que c'est la part la plus importante dans le FMCG, c'est de passer par ce canal. C'est une excellente école. Et c'est surtout dommage de s'en priver parce que c'est extrêmement riche en learning, c'est complexe, c'est l'une des phases de ma carrière où j'ai le plus appris et je me suis le plus développée. Donc voilà, pour revenir, certes, j'arrive avec mes a priori, mon appréhension. J'ai eu des doutes et des peurs, hein, parce que je savais que je devais le faire, ça m'attirait, mais voilà, j'avais des doutes, surtout que personne avant moi, en tous les cas à Nestlé, ne l'avait fait. Donc voilà, j'arrive, mais très très vite, je me rends compte qu'au final, hein, on a affaire essentiellement à des interlocuteurs, que ce soit des grossistes, des distributeurs, etc. Et c'est plutôt des hommes d'un certain âge, plutôt conservateurs. Donc on se dit, voilà, ils vont être plutôt machistes, ils pensent travailler de telle manière, telle manière. Mais franchement, je me suis très très vite rendu compte que pas du tout. Qu'au final, hein, c'est surtout d'abord des businessmen qui savent d'ailleurs très bien gérer leur business et que peu leur importe que vous soyez homme ou femme, le plus important c'est que vous soyez capable de créer une relation de confiance, que vous leur montrez quelle serait votre valeur ajoutée pour eux et comment vous pouvez les aider à développer davantage leur business et avoir cette relation gagnant-gagnant. Donc voilà. Franchement, c'est plus des a priori, c'est plus des biais, c'est plus des stéréotypes que nous avons. Et c'est pour cela que voilà, on pousse vraiment pour casser cette et quand tu dis, parce que t'ai vu, j'ai vu tes yeux briller, quand tu as dit que ce serait dommage de s'en priver, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es accompli dans cette expérience? Beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses. D'abord, la complexité du trade en lui-même. Hein. L'environnement traditionnel au Maroc est très compliqué. On parle d'un univers très fragmenté. On parle de plus de 100 000 points de vente où il y a le détail, le gros, l'urbain, le rural. Il y a des dynamiques qui sont très, très intéressantes. Donc ça, c'est un élément. Il y a un autre élément humain parce qu'on gère de grandes équipes, avec des challenges qui ne sont pas toujours faciles. Il y a le terrain, moi j'adore ça, d'ailleurs je suis encore toujours j'essaye autant que je le peux d'être sur le terrain, au contact des clients, des équipes, des consommateurs, donc ça aussi il y a un élément terrain. Certes, ça implique aussi des déplacements et tout, mais c'est extrêmement riche en apprentissage. D'accord, super. Alors, tu as été la première femme à prendre la tête du département de développement commercial en 2017, la première femme marocaine, directrice commerciale de Nestlé Maroc aussi, et enfin toujours la première directrice générale femme et marocaine de Nestlé Maroc. Bravo déjà. Et j'ai envie de te demander quelles sont les épreuves ou les difficultés majeures que tu as eu à surmonter.
Alors déjà, Sophia, je voudrais te rassurer, certes, j'étais la première, mais depuis, je ne suis certainement pas la dernière, parce que l'une des grandes fiertés que nous avons vraiment actuellement, c'est que nous avons réussi au fil des années à construire une équipe, en tout cas chez Nestlé Maroc, très diverse. Aujourd'hui, 47% de notre comité de direction, c'est des femmes. 39% de nos managers, c'est des femmes. Et même dans la vente, 30% de femmes. Donc voilà, j'ai été la première. Mais heureusement, depuis, j'ai ouvert la voie. Donc ça met un peu de pression. Alors, par rapport aux difficultés, alors je ne pense pas avoir eu plus de difficultés que mes collègues masculins. Mais je pense qu'on se met une pression supplémentaire du fait qu'on est la première. Et pour moi, personnellement, cette pression n'a pas été bloquante. Au contraire, ça a été un boost pour moi, ça a été un moteur qui fait que, voilà, le fait que je voulais faire que ça se passe aussi bien pour moi. Ce n'est pas que je voulais prouver quelque chose en tant que femme, mais surtout que, comme c'est la première, que ça ouvre le chemin aux suivantes et ça s'est plutôt bien passé. D'accord. Donc pas de difficulté majeure, c'était global, comme tu dis, à chaque poste, ses épreuves, ses difficultés, ses challenges. Mais comme tu disais, c'est plus le fait d'ouvrir un peu la voie. Exactement. Pas de difficulté qui t'a marqué, je veux dire, particulière. Il faut dire aussi que j'ai la chance d'être dans une société où la diversité et l'inclusion sont des valeurs profondes. Ce ne sont pas juste des slogans ou des choses qu'on met dans un joli poster au niveau du siège. Et ça fait qu'à aucun moment on va essayer de vous juger ou de se dire non, on l'attend au tournant. D'ailleurs, tous les moves les plus importants au niveau de ma carrière, je les ai eus au retour du congé de maternité ou dans d'autres structures. Les femmes en rentrant, elles se disent déjà, est-ce que ma position est garantie ? C'est fort, effectivement. Si tu m'avais dit l'autre jour, c'est très fort, effectivement, que tu aies vécu ça au retour de congé maternité. C'est très rassurant pour toutes les femmes qui se disent parfois, oui, si je pars, est-ce que je vais retrouver mon poste ? Là, au contraire, tu as rebondi plus haut. Alors, l'organisation a aidé, mais il y a aussi un travail à faire. Et là où peut-être que peut-être un message pour toutes les femmes qui peuvent nous entendre. C'est-à-dire que en général, les femmes arrêtent de se projeter dans des positions plus élevées dès qu'elles commencent à se projeter en tant que femme ou maman. Et là, je veux leur dire, vous n'avez absolument pas à faire ce choix que je trouve injuste, d'ailleurs, de se dire, est-ce que je veux réussir ma vie personnelle ou ma vie professionnelle ? Et le fait de se dire, oui, il y a des difficultés. Oui, on ne va pas être aussi présent qu'on le voudrait. Oui, par moments, on se sent coupable, etc. Ça, c'est clair. Mais je ne connais pas une seule maman au monde qui ne se sent pas coupable. Et ne pensez pas que vous allez mieux vous sentir en restant à la maison et ne pas revenir. Donc, voilà. À la maternité, on se sent coupable, parce que on est maman. Exactement. Alors, Imen, tu as passé 14 ans chez Nestlé. Ça fait rêver, c'est devenu assez rare pour un employeur ou même pour un candidat. Qu'est-ce qui a créé ta rétention, selon toi, aussi longtemps ? Alors, la vérité, quand j'y pense, et d'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure, les choses qui sont importantes pour moi, c'est que je m'assure que je sois passionnée par ce que je fais, l'environnement et les valeurs, et aussi que je puisse avoir du sens et pouvoir impacter. Et alors, chez Nestlé, j'ai la chance de travailler, et j'ai eu la chance de continuer à travailler sur de très belles marques. D'accord ? Donc Nestlé, c'est des marques très fortes, c'est plus de 150 ans d'existence. Et ça, c'est extrêmement passionnant de pouvoir travailler sur des marques aussi fortes. C'est une grande responsabilité, mais c'est très passionnant. L'autre point, c'est par rapport aux valeurs. Donc Nestlé est une société qui a des valeurs très fortes. Donc des valeurs axées sur le respect. Donc le respect de l'individu, le respect de la diversité, le respect des générations futures. Nestlé a vraiment pris des engagements très forts, que ce soit en termes de sustainability ou en création de valeur ajoutée. Et ça, c'est un élément important. Le dernier point, c'est vraiment, durant toutes mes années chez Nestlé, je me suis toujours sentie, comme on dit, empowered, et que j'ai pu impacter positivement et que je peux avoir un impact sur ce que je fais. Donc voilà, en y réfléchissant, je trouve que je suis dans un environnement qui me correspond énormément. C'est vrai qu'on t'a beaucoup nourri, tu es une femme de challenge, on voit qu'il y a eu un challenge après l'autre, puis l'autre.
Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui te positionnes ou est-ce que c'est un parcours collaborateur plutôt tracé, bien pensé? Comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est vrai qu'on se dit vraiment, il y a du travail et fin qui est fait pour à chaque fois proposer le bon challenge pour garder quelqu'un voilà, qui a faim de challenge comme toi. C'est vrai que les moves se sont faits en général très vite. Donc, parce que quand je revois un peu ma carrière, je suis restée à peu près 3 années par poste. Et c'est vrai que par moment, je voulais bien aussi rester un peu plus. Parce que quand on arrive sur une position, on découvre, on commence à installer des choses. Et puis après, la troisième année, c'est là où on récolte. Mais la vérité, ça a fait que, en tous les cas, les moves, moi, c'était clair pour moi. En intégrant Nestlé, j'ai commencé en trade marketing. J'avais la possibilité soit de reswitcher vers du marketing ou continuer vers des positions plutôt pure sales. Et là, les ventes ont commencé à m'intéresser. Et donc, c'est là où j'ai osé le pas. Je suis partie faire de la vente. Et après, c'était le moderne, le tradi. Après un retour au siège sur une position plus corporate, là, j'avais un peu traîné les pieds pour revenir parce que j'avais adoré être sur une position où plutôt en marque débute, oui. Hein, la vente, plutôt que des positions sièges qui donnent de bonnes passes. Donc, les choses se sont faites au fil de l'eau. C'est pour cela que pour moi, encore une fois, si j'ai un message à faire passer aux jeunes, hein, c'est... Ne vous mettez pas la pression par rapport à des moves précis, à une ligne. Assurez-vous de continuer à aimer ce que vous faites. Assurez-vous de faire les bons choix pour le business et de prendre les bonnes décisions pour les business, pas forcément pour votre carrière. C'est sûr que la carrière va suivre. On est convaincu chez Battenborg du lien entre l'épanouissement d'un individu et sa performance. Donc là, tu es en train de justement confirmer ce point-là par rapport à ce que tu as vécu. Comment est-ce que tu as réussi à maintenir un équilibre, un work-life balance, un équilibre de vie pro-perso parce que j'ai compris quand même que c'était le cas. C'est ce qui fait d'ailleurs que tu es aussi épanouie entre ton travail prenant, les déplacements quand même que tu as eu, le terrain dont tu as parlé, et ta famille qui est aussi pilier et structurante comme tu l'as décrit au début. Je ne sais pas si on arrive un jour vraiment à un équilibre, hein. C'est-à-dire ou un équilibre parfait. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'une des choses que j'ai appris, hein, parce que ça m'a pris du temps aussi à le réaliser, c'est que en tous les cas, le parfait n'existe pas. Et en tous les cas, tu t'es fait une raison, on va dire. Voilà, exactement. On dirait que ça avait l'air d'être un peu en toi. Mais tu t'es fait une raison sur le fait que le parfait n'existait pas. Et que, en tous les cas, je trouverai toujours que je ne passe pas assez de temps avec mes enfants, ni au bureau, ni avec mes amis, que voilà, je voudrais toujours avoir un peu plus de temps. Donc, le parfait n'existe pas. Donc, il faut arrêter de se mettre la pression que tout va être parfait. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de superwoman, et pas de superman d'ailleurs non plus, hein. Et donc là, vraiment, mon mari a joué un rôle très important. Il a été très supportif. Alors, par moments, j'ai été moins présente, lui l'a été, de façon à ce que vraiment nos enfants n'en pâtissent pas. Et pas que mon mari, hein, toute la famille. Ma mère a été très présente, ma belle-mère, a aussi été très présente. Et donc vraiment, ça a fait la différence. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Parce que sinon, on se met trop de pression, on essaie de prouver quelque chose. Donc, on n'y arrivera pas. Donc en essayant d'accepter ces éléments, de se dire le parfait n'existe pas, je me fais aider. Le reste, c'est que voilà, j'ai mis quelques petites règles. Quand je suis à la maison, je suis vraiment à la maison. Donc, je ne prends jamais le PC avec moi, continuer à travailler très tard. Mais quand je suis au bureau aussi, je suis vraiment au travail. C'est intéressant, c'est de bons conseils à retenir. Alors, du coup, ce serait quoi pour toi les ingrédients du leadership, Imen? Leadership que tu as démontré quand même très tôt, ce drive, hein, ce goût pour la vente, mais pas que, tu disais marquer des buts. C'est quoi pour toi les ingrédients d'un leader? Alors, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de fédérer les gens, que les gens vont suivre. D'accord ? Donc, pour cela, il faut qu'il soit capable de donner une vision claire aux gens. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut aller? C'est quoi notre mission? C'est quoi notre ambition? Donner une identité à l'équipe. Donc ça, c'est un élément très important pour être un leader efficace. Maintenant, ce n'est pas assez, parce qu'on peut avoir la meilleure vision, la meilleure stratégie, il faut qu'on puisse l'exécuter.
Et là, il y a des managerial skills de pouvoir monter des équipes fortes, avoir les bonnes personnes dans la bonne place, avec le bon mindset. Donc, on a besoin vraiment d'un bon manager et qui puisse enabler ces équipes, s'assurer qu'ils ont les bonnes capabilities, les bonnes ressources. Et aussi, un bon leader, pour moi, c'est un bon coach qui aide son équipe à être la meilleure version d'elle-même et arriver à se dépasser. Après, bien sûr, bon, on a la vision, les équipes, etc. On doit être aussi capable, tout en gardant le cap, pouvoir se réadapter. Et là, l'agilité joue aussi un rôle très, très important, encore plus aujourd'hui, avec la nouvelle réalité qu'on est en train de vivre. Imen, quel conseil donnerais-tu aux jeunes ou à ceux qui, ou aux moins jeunes d'ailleurs, qui seraient attirés par un parcours comme le tien? Alors, d'abord, et surtout pour les jeunes Marocains, hein, on a des talents extraordinaires au niveau du Maroc et un potentiel très très élevé. Donc, d'abord, qu'ils croient en leur potentiel. D'accord? Ils n'ont de limites que celles qui se mettent eux-mêmes. Donc, croyez en vos limites et donnez-vous les moyens de vous développer et de vraiment croître votre carrière. Et puis surtout, hein, restez, il faut être déterminé, il faut vraiment tenir le cap et vous aurez des difficultés. En tous les cas, il faut tenir bon et les dépasser. C'est ça. Ils ont des difficultés, il faut savoir tomber et se relever, n'est-ce pas? Clairement. Ouais. Merci Imen. J'ai une dernière question. C'est la suivante. De quoi est-ce que tu es la plus fière? Alors, je suis une femme très chanceuse. Donc, j'ai un mari extraordinaire. J'ai une maman aussi très chanceuse avec des enfants magnifiques. Je suis peut-être la plus chanceuse des directrices générales au Maroc. J'ai la meilleure équipe du Maroc. Et donc, je pense que la chose dont je suis le plus fière, c'est que je n'ai pas eu à choisir d'être l'une de tout ça. Donc, j'ai pu vraiment pas réussir, mais je suis vraiment très contente d'avoir pu être tout ça à la fois, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis une femme heureuse. C'est très beau. Un grand merci d'être venu, Imen, aujourd'hui. Merci pour cette interview et j'espère à très bientôt. Merci à toi, Sophia. À très bientôt.